On a quasiment fini le programme de HLP. Le chapitre qui sera le dernier et qui va nous occuper sera consacré à la question du problème de la nature humaine face à l'animalité. On s'interrogera sur la transformation, les transformations successives de ce problème de l'Antiquité jusqu'à la modernité, voire au-delà, hein, peut-être jusqu'à l'utilitarisme au XIXe siècle, puisque, à mon avis, c'est dans l'utilitarisme que les questions d'éthique animale sont enracinées. Les questions très contemporaines d'éthique animale, dans des problématiques essentiellement anglo-saxonnes, et pas que, il y a aussi des Français qui s'y mettent. Donc voilà, ça sera cette question qu'on traitera, et ça ne devrait pas nous prendre plus de 3 semaines, au terme desquelles je souhaiterais que nous abordions la question de la méthodologie, plutôt de la rhétorique de la dissertation de philosophie, puisque de toutes les manières, vous allez être mangé à cette sauce l'année prochaine. Et il serait bon que vous ayez des bases de méthode dans cet exercice roi, on pourrait dire, qu'est la dissertation de philosophie. Donc on fera de la méthode de la dissertation à partir de sujets qui d'ailleurs pourront avoir trait au programme de HLP de l'année prochaine. Donc, programme qui d'ailleurs recoupe certaines notions que vous verrez l'année prochaine, à n'en pas douter. Alors, le problème de la nature humaine et de face à l'animalité. Donc, nous allons commencer, à tout seigneur, tout honneur, par le premier, on va dire le premier penseur à considérer de manière systématique la question, à savoir Aristote. Mais il va falloir quand même aussi passer par Platon pour bien comprendre, ce qui est en jeu dans ce problème de la nature humaine. Alors, Aristote va donner plusieurs définitions de l'être humain au cours de son œuvre, dans ses cours et dans ses traités. Dans les politiques, par exemple, il va écrire que, dans le livre 1 des politiques, il va écrire que l'être humain est un animal, est un zoon, Z-O-O-N, politique. Dans les politiques également, mais dans le traité de l'âme, dans De l'âme, accent circonflexe sur le A, dans De l'âme, Aristote va dire que l'être humain est un animal rationnel. Dans l'éthique à Nicomaque, N-I-C-O-M-A-Q-U-E, dans l'éthique ETH, pardon, l'éthique à Nicomaque,
Aristote va dire que tous les êtres humains cherchent le bonheur. Oui. Éthique à Nicomaque. L'éthique, ce sont des leçons sur les vertus qu'Aristote va écrire probablement pour son fils Nicomaque, Nicomaque. Donc c'est un traité sur les différentes vertus, sur la question du bonheur, de la justice, de l'amitié, etc., etc. De l'action de manière générale. Comment bien agir. Comment agir pour être heureux, comment agir pour être quelqu'un de bien, etc., etc. Alors, pour être un bon citoyen, un bon ami, etc. Et donc, il va dire, ce qui caractérise l'humanité, c'est la recherche du bonheur. Donc, il semble qu'il n'y ait pas de concept univoque chez Aristote. Il semble qu'il n'y ait pas de concept univoque chez Aristote, c'est-à-dire qu'il y ait un seul sens de la nature humaine. Et on doit même dire que le concept de nature humaine n'existe pas chez les Grecs. Chez Aristote, mais chez les Grecs de manière générale, le concept de nature humaine n'existe pas. Il faudra se demander à partir de quand le concept de nature et dans quel contexte le concept de nature émerge dans la pensée philosophique occidentale. Cependant, pour Aristote, il existe un concept d'essence de l'homme, et il existe un concept de nature de manière générale, et donc de nature de l'homme. Et il existe enfin, et c'est pas, à chaque fois c'est pas tout à fait la même chose, il existe enfin un concept de propre, le propre de l'homme, le propre du pingouin, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que l'essence? Qu'est-ce que c'est que l'essence? En grec, ousia. Qu'est-ce que c'est que l'essence? Mot qui se dit ousia en grec. L'ousia, pour Aristote, l'ousia est ce qui permet de connaître une réalité et en même temps ce qui fait qu'une réalité est ce qu'elle est. Ce qui fait d'une réalité ce qu'elle est, et on pourrait dire de manière maladroite, c'est-à-dire redondante, de manière essentielle, c'est-à-dire ce sans quoi la réalité ce qui fait une réalité disparaît. Ce sans quoi ce qui fait une réalité disparaît.
On va jouer à un jeu. Qu'est-ce qui fait qu'un être vivant est ce qu'il est? C'est une question à 2 francs. C'est très simple d'y répondre. Qu'est-ce qui fait qu'un être vivant est ce qu'il est? C'est qu'il est vivant, merci. Ok. Autrement dit, il y a des propriétés qui sont, pour Aristote, essentielles chez un être, et d'autres qui sont non essentielles. Par exemple, le fait qu'un être humain soit poilu, pardon, un être vivant soit poilu, c'est pas une caractéristique essentielle de l'être vivant. Et ce qui donc est essentiel chez un étant, chez un être, c'est ce sans quoi il n'est pas ce qu'il est. Et il ne peut pas être ce qu'il est. Et ce sans quoi il ne peut pas être connu. Pour bien comprendre ce que dit Aristote, il faut revenir, je crois que j'en avais déjà parlé, il faut revenir à la distinction que Aristote opère dans plusieurs traités, mais en particulier dans le traité Gamma de la métaphysique. Au livre Gamma. Il faut distinguer entre ce qu'Aristote appelle la substance et ce qu'il appelle l'accident. Qu'est-ce que c'est que la substance? La substance, c'est ce qui ne dépend de rien d'autre qu'elle-même pour exister. La substance est ce qui ne dépend de rien d'autre qu'elle-même pour exister. Par exemple, moi, la substance de Monsieur Dumont, c'est Monsieur Dumont. Que Monsieur Dumont soit prof dépend de Monsieur Dumont. Que Monsieur Dumont soit un homme dépend de Monsieur Dumont. Que Monsieur Dumont ait un certain âge, une certaine taille, un certain poids, une certaine couleur de peau, certains souvenirs, certaines expériences, certaines idées, certaines représentations, certains rêves, cela dépend de Monsieur Dumont. Autrement dit, il y a la substance et il y a les accidents qui dépendent de la substance, qui appartiennent, qui sont inscrites dans la substance. L'accident est donc ce qui ne peut pas exister sans être rattaché à une substance. Tout ce qui vous caractérise, ce sont des accidents. Mais, dit Aristote, il y a un accident qui est essentiel. Il y a un accident qui fait que si vous n'êtes plus cet accident, si vous n'êtes plus caractérisé par cet accident, alors vous n'êtes plus la substance que vous êtes. Par exemple, la vie. C'est pas la même chose d'être Monsieur Dumont vivant et Monsieur Dumont mort. Monsieur Dumont, quand il est mort, c'est plus vraiment Monsieur Dumont, c'est le cadavre de Monsieur Dumont. Si j'ai un accident, que je suis plus capable de penser, que je suis dans un état de mort cérébrale, même si mon cœur bat toujours et que mes poumons respirent seuls, est-ce que je suis encore la substance que j'étais quand j'étais capable de penser, de rêver, d'imaginer, de vouloir, etc., etc. Donc il y a des
attributs qui semblent caractériser effectivement une essence. J'évacue tout de suite la question du propre. J'aurais peut-être même dû commencer par là. Qu'est-ce que c'est que le propre pour Aristote? Le propre, c'est une caractéristique qui singularise un individu ou un groupe par rapport à d'autres. Par exemple, le propre de l'homme, c'est la technique. C'est la bipédie, l'absence de poils, enfin l'absence de fourrure et de plumes. C'est le fait, par exemple, par rapport aux chimpanzés, c'est le fait d'avoir un pouce opposable aux, aux mains, mais pas aux pieds, etc., etc. Donc en fait, c'est des caractéristiques qui ont singularisé un groupe par rapport à d'autres groupes. Le propre n'est pas forcément une propriété qui est essentielle. Si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas de plumes et pas de fourrure, est-ce que ça nous dit vraiment qui nous sommes? Pas vraiment. Le fait qu'on soit des bipèdes sans... parce qu'il y a des chats qui n'ont pas de fourrure. Il y a même des singes, je crois, qui ont une maladie qui fait tomber leurs poils. Le fait que nous n'ayons ni poils, ni fourrure, ni plumage, n'est pas forcément quelque chose d'essentiel pour Aristote. En revanche, sa caractéristique impropre. C'est le propre de l'homme. Alors, on en vient maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir le concept de nature. Qu'est-ce que c'est que ça? La nature se dit physis. J'en avais déjà parlé. Physis en grec, qui va évidemment vous donner physique. Le Y se prononce, probablement c'était le cas, se prononce U. C'est un U grec. Qu'est-ce que c'est que la physis? Très rapidement. La physis, c'est, pour Aristote, tout d'abord, l'ensemble du monde dans lequel nous vivons et qui est soumis au changement. Autrement dit, pour Aristote, tout ce qui est en dessous de la Lune, c'est-à-dire la Terre, c'est la physique, c'est la nature. Deuxièmement, la
Physis désigne la puissance de création de mutation des formes vivantes. Autrement dit, la nature désigne cette puissance qui crée les espèces et qui les fait se reproduire dans une certaine forme, dans une certaine morphologie. Troisièmement, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, la nature désigne l'ensemble des potentialités propres à une espèce. Autrement dit, ce qu'Aristote appelle dans plusieurs textes la puissance, en grec, l'énergeia, E-N-E-R-G-E-I-A, qui vous a évidemment donné énergie. Alors, je voudrais vous lire un texte d'Aristote où il est question précisément de cette distinction. C'est un texte qui porte sur l'éducation. Le texte est tiré, alors dès que Word voudra bien s'allumer, le texte est tiré de l'Éthique à Nicomaque, et plus précisément, il me semble que c'est le début du livre 2 de l'Éthique à Nicomaque, de mémoire. C'est ça. C'est le début du livre 2, chapitre 1 du livre 2 de l'Éthique à Nicomaque. Alors, c'est un texte qui porte sur le problème de l'éducation. Que peut faire l'éducation? Que ne peut pas faire l'éducation? Je lis le texte et je le commente au fur et à mesure. Aucune des vertus morales ne naît naturellement en nous. En effet, rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature. Par exemple, la pierre qu'entraîne la pesanteur ne peut contracter l'habitude contraire, même si un nombre incalculable de fois on la jette en l'air. Le feu monte et ne saurait descendre. Et il en va de même pour tous les corps qui ne peuvent modifier leur habitude originelle. Ce n'est donc ni par un effet de la nature, ni contrairement à la nature, que les vertus naissent en nous. Nous sommes naturellement prédisposés à les acquérir, à condition de les perfectionner par l'habitude. De plus, pour tout ce qui nous est donné par la nature, nous n'obtenons d'elle que des dispositions, des possibilités. C'est à nous ensuite de les faire passer à l'acte. Cela est visible en ce qui concerne les sens. Ce n'est pas par de fréquentes sensations de la vue et de l'ouïe que nous avons acquis ces deux sens. Bien au contraire, nous les possédions déjà et nous les avons employés.
Ce n'est pas l'usage qui nous les a donnés. Quant aux vertus, nous les acquérons d'abord par l'exercice, comme il arrive également dans les arts et les métiers. Ce que nous devons exécuter après une étude préalable, nous l'apprenons par la pratique. Par exemple, c'est en bâtissant que l'on devient architecte, en jouant de la cithare que l'on devient citharède. De même, c'est à force de pratiquer la justice, la tempérance et le courage que nous devenons justes, tempérants et courageux. La preuve en est ce qui se passe ordinairement dans les cités. Les législateurs, en les habituant, forment les citoyens à la vertu. Et c'est bien là l'intention de tout législateur. Tous ceux qui ne s'y prennent pas ainsi manquent leur but, attendu que c'est par là seulement qu'une cité diffère d'une autre cité, et une bonne cité d'une mauvaise. En outre, les mêmes causes expliquent encore la naissance et l'altération de toute vertu, comme de toute technique. C'est par la pratique de la cithare que se forment les bons et les mauvais musiciens. Il en va de même pour les architectes et les autres spécialistes. À force de bien ou de mal construire, l'on devient bon ou mauvais architecte. S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait pas le moins besoin du monde des leçons d'un maître, et l'on serait de naissance bon ou mauvais spécialiste. Il en va tout de même des vertus. C'est par nos manières d'observer les contrats avec nos semblables que nous devenons les injustes, les autres injustes. À force d'affronter les situations dangereuses et de nous habituer à la crainte et à l'audace, nous devenons courageux ou pusillanimes, ça veut dire lâches. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne le désir et la colère. En un mot, des activités semblables créent des dispositions correspondantes. Ainsi faut-il exercer nos activités d'une manière déterminée, car les différences de conduite engendrent des habitudes différentes. La façon dont est élevé dès l'enfance n'a pas, dans ces conditions, une mince importance. Que dis-je? Cette importance est extrême, elle est tout à fait essentielle. Elle est tout à fait essentielle. Alors, que nous dit Aristote dans cet extrait du chapitre 1 du livre 2 de l'Éthique à Nicomaque? Aristote affirme que, ou plutôt il nie, que les vertus morales naissent naturellement en nous et qu'elles sont contraires en même temps à la nature, qu'elles soient contraires à la nature. Autrement dit, pour Aristote, aucune vertu ne naît spontanément en nous. Et pour autant, aucune vertu n'est contraire à la nature, à notre nature. C'est donc un ni-ni. Les vertus ne sont pas naturelles, et pourtant elles ne sont pas contraires à notre nature. Nous acquérons les vertus, comme les vices. Et nous les acquérons par une forme d'habitude déterminée. Et donc on pourrait reprendre une formule qui sert de cliché, d'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour Aristote, c'est en construisant qu'on devient architecte, et c'est en construisant bien, en prenant de bonnes habitudes, que nous devenons de bons architectes, et en construisant mal, que nous devenons de mauvais architectes.
À force de bien faire, nous devenons bons. C'est vrai dans le domaine de la technique comme dans le domaine de la justice, de la morale. Et à force de mal faire, que nous devenons mauvais. Je reviendrai sur ce point en détail. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la nature, le concept de nature ici, semble recouvrir un problème, voire une énigme. Pourquoi? Parce que pour Aristote, la nature est à la fois ce qui nous détermine complètement, c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous sommes, et c'est pour cela, dit Aristote, que nous ne pouvons rien faire contre notre nature. Rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature, dit Aristote. Dit encore autrement, ce n'est pas parce que vous allez lancer 100 fois une pierre en l'air qu'elle va réussir à apprendre à voler. Vous ne pouvez pas modifier une tendance comme la pesanteur qui est donnée naturellement, qui est donnée par la nature. Et donc il faut bien comprendre que la nature, c'est une force qui a puissance de loi et qui détermine entièrement notre comportement, pour Aristote. Et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, la nature est aussi un ensemble, probablement d'ailleurs infini, de prédispositions, de puissance, de potentiel. Ce qu'il est dans ma nature d'accomplir, c'est tout ce que je peux accomplir, tout ce qu'il m'est possible d'accomplir. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose que de dire la nature, c'est ce qui nous détermine intégralement. Parce que, en réalité, et c'est ça la solution de l'énigme, pour Aristote, la nature, ce sont les limites de notre puissance qui peut s'actualiser d'une infinité de manières. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Qu'est-ce que c'est que l'acte? La puissance, ou énergeia en grec, la puissance, c'est la potentialité
d'une réalité, d'un être. En ce sens, Aristote l'appelle dynamis, D-Y-N-A-M-I-S. Elle s'oppose à l'acte, en grec ergon, E-R-G-O-N, qui désigne c'est compliqué le passage à l'acte, l'acte chez l'ergon chez Aristote, ça désigne, on pourrait dire l'actualisation de la puissance. Je donne un exemple tout de suite. Quand Emmanuel Macron dort, il est président de la République en puissance. C'est-à-dire qu'il est président de la République, mais quand il dort, il ne l'est pas en acte. Vous comprenez? Quand il préside le Conseil des ministres, il est président en acte. Quand il fait un discours, je sais pas, au Congrès, à Versailles, il est président en acte. Quand il se déplace en qualité, qualité de président de la République à l'étranger, il est président en acte. Quand il pionce, non. Il est président en puissance. Je suis professeur de philosophie en acte. Quand je prends le bus, quand je nage, quand je dors, je suis philosophe, professeur de philosophie en puissance. Aristote distingue des facultés que nous avons naturellement et des facultés que nous acquérons par éducation. Et cette distinction passe par on va dire, la différence entre acte et puissance, puissance et acte. Par exemple, nos 5 sens, pour Aristote, parce qu'en fait, ça se discute. Pour Aristote, ce n'est pas l'habitude de voir des choses qui fait que nous voyons mieux. Ce n'est pas l'habitude d'entendre des sons qui fait que nous entendons mieux. Ce n'est pas l'habitude de toucher des choses qui fait que notre sensation tactile va se développer. En réalité, Aristote serait le premier à reconnaître que l'habitude, c'est-à-dire au bout d'un certain temps la vieillesse, va plutôt émousser nos sens, va plutôt les affaiblir. Mais Aristote va dire qu'il y a des facultés que nous recevons naturellement, les 5 sens typiquement, et des facultés que nous développons par une certaine habitude, c'est-à-dire par le passage
à l'acte. L'habitude, et l'éducation repose là-dessus, l'habitude, c'est une certaine fréquence du passage à l'acte. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, l'acte, l'ergone, devient ce qu'Aristote appelle une perfection, un perfectionnement. En grec, je vous le note, une entelekia. L'entelekia, c'est la perfection dans la maîtrise d'une potentialité. On va prendre un exemple très célèbre, un exemple aristotélicien très célèbre. L'homme est par nature un animal politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par nature ici? Cela veut dire deux choses en réalité. Et vous allez comprendre que tous les sens que j'ai donnés là ne s'opposent pas mais se complètent. Par nature, cela veut dire que l'être humain, contrairement à d'autres animaux, pas tous, mais beaucoup d'autres, l'être humain a par nature, c'est-à-dire potentiellement, il a la capacité de vivre en société. Il a la potentialité de vivre en société, l'être humain. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la perfection de l'être humain qui s'accomplit vraiment, il s'accomplit dans la cité, dans la police, P-O-L-I-S, hein, pas chez les policiers. L'être humain se parachève, s'accomplit, trouve son entéléchie, ou son entéléchie, son perfectionnement dans la cité. Autre exemple, hein, mais vous allez vite comprendre le principe. Quand Aristote dit tous les êtres humains recherchent le bonheur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour Aristote, l'être humain a la potentialité d'être heureux, mais il veut aussi dire que l'être humain véritablement accompli, c'est celui qui parvient au bonheur. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ce concept d'entéléchie, d'entélechia, qui caractérise en propre, sur le plan de la vertu, la nature humaine. C'est peut-être ce concept de perfectionnement qui caractérise la nature humaine. En effet, peut-être que seul l'être humain, et c'est ce qui pourrait caractériser la nature humaine par rapport à l'animalité, peut-être que seul l'être humain est capable de se donner à lui-même ses propres fins, ses propres buts. Alors que l'animal, lui, se verrait dicter ses buts, boire, manger, se reproduire, survivre,
par une nécessité interne. Autrement dit, et j'en aurais terminé, peut-être que ce qui caractérise en propre, mais aussi de manière essentielle, l'être humain, c'est la liberté par rapport à l'animalité. Voilà. Je reviendrai là-dessus demain en faisant un petit coup d'un petit détour par Platon, en particulier par le dialogue du Protagoras. Et ensuite, on abordera l'émergence du concept de nature humaine chez Cicéron. Et ensuite, dans la philosophie médiévale chrétienne, peut-être chez saint Thomas, on verra. Pour finir par le problème de l'animal dans la modernité, en particulier chez Descartes. Voilà. Je vous libère donc. Je vous souhaite une bonne rentrée. Bon courage pour la suite.